les questions relatives au traitement des déchets ont évolué au fil du temps. Le Japon a fourni des efforts pour s'y adopter en promulguant ou en révisant sa législation, en consolidant la coopération entre les autorités publiques, le secteur privé et les habitants, en adoptant les technologies appropriées et en favorisant l'émergence d'une société respectueuse du cycle des matières. Le Japon passe en revue ici les problématiques des déchets de la fin de la guerre à nos jours, ainsi que les initiatives prises pour les résoudre. Avant 1945, qui marque la fin de la Seconde Guerre mondiale, des épidémies de peste et de choléra provenant de l'étranger sévissent régulièrement au Japon. Les points de collecte de déchets constituaient aussi des sources de prolifération de mouches et de moustiques, porteurs de maladies contagieuses. L'élimination des déchets était donc une priorité si l'on voulait améliorer la qualité de vie des citadins et garantir la salubrité de l'espace public. Au lendemain de la guerre, les réformes visant à reconstruire le pays entraînèrent des déplacements de population vers les villes. Il fallait donc trouver des solutions pour traiter des déchets en forte augmentation. Or, à l'époque, il était fréquent de jeter ces poubelles dans les rivières ou dans la mer ou de déverser à l'air libre dans les rues. Le résultat était, comme pendant l'avant-guerre, une prolifération d'insectes ou de rongeurs nuisibles autour des déchets, favorisant la propagation de maladies contagieuses. Les déchets ménagers étaient alors ramassés avec des charrettes à bras. Mais il y a des limites à ce que l'on peut collecter à pied. Il devient vite difficile de répondre aux besoins face à des volumes en croissance exponentielle. Les déchets collectés par les charrettes à bras étaient ensuite transférés dans des véhicules motorisés et transportés vers les usines d'incinération ou les décharges. Mais ces opérations avaient lieu sur la voie publique, entraînant aussi une dispersion des déchets. La gestion de la propreté de l'espace public relevait par la loi de la responsabilité des municipalités, mais il y avait clairement un manque de coordination entre les autorités publiques et les résidents, si bien que la gestion des déchets était un vrai problème au Japon. La loi sur le nettoyage de l'espace public fut adoptée en 1954 pour les tenter. L'objectif était d'améliorer les conditions sanitaires publiques en imposant la priorité des espaces de vie et le traitement des déchets selon des principes d'hygiène. La nouvelle législation était justifiée par le fait que la loi précédente sur la gestion des déchets, promulguée en 1900, ne correspondait plus à la réalité de la société et ne permettait plus d'encadrer correctement les activités de nettoyage et d'assainissement qu'exigeait la situation. La loi sur la propreté de l'espace public fut donc proposée pour permettre d'organiser efficacement les opérations de propreté. Le texte de loi définissait les responsabilités de l'ensemble des acteurs, l'État, les départements, les municipalités et les habitants. En plus de la collecte et de traitement des déchets, qui relevaient déjà de leurs prérogatives, les municipalités avaient désormais aussi le devoir de renforcer la formation des agents, d'aménager des installations de traitement des déchets et d'assurer une gestion efficace des opérations de propreté, notamment en améliorant l'administration des dites installations. Les préfectures avaient le devoir d'apporter l'assistance technique nécessaire aux municipalités pour que celles-ci puissent pleinement assurer leurs responsabilités. L'État se devait d'apporter une aide technique et financière aux préfectures et aux municipalités. Les résidents avaient, quant à eux, l'obligation de coopérer avec les préfectures et les municipalités pour garantir la collecte et le traitement des déchets. Cette loi favorisa la mécanisation de la collecte des déchets, en organisant le ramassage et le transport des déchets de façon efficace et respectueuse des conditions sanitaires. Nous avons entrepris d'éliminer les déchets des espaces publics et d'améliorer le cadre de vie dans les zones urbaines. Avant la mécanisation, chaque foyer déposait ses poubelles dans une charrette à bras qui servait de point de collecte et qui était transportée par la suite. Ce système a été supprimé et on a
demandait à chaque foyer de venir directement déverser ses déchets dans des petits camions à bennes. La mécanisation a permis d'améliorer à la fois la propreté des lieux de vie et le rendement des activités de collecte. Cela a été le point de départ pour promouvoir davantage l'automatisation de toutes les opérations de nettoyage. Pour résumer, cette époque se caractérise par une croissance exponentielle des volumes de déchets dans les zones urbaines qui attirent des populations toujours plus nombreuses du fait de la reprise économique. La mauvaise coordination entre les différentes autorités publiques pour la gestion des déchets et une collecte inefficace étaient responsables des nombreux déchets abandonnés dans les rues. Cette situation a favorisé la prolifération de mouches ou d'insectes, vecteurs de maladies contagieuses, entraînant de graves problèmes de santé publique. Pour assurer une gestion des déchets conforme à la nouvelle réalité sociale, il fallait passer par une modification de la législation encadrant ces opérations. Cela s'est traduit par l'adoption de la loi sur propreté de l'espace public qui a mis au clair la répartition des rôles entre l'État, les ministères, les municipalités et les résidents. En même temps, on a favorisé la mécanisation des opérations de collecte. Les déchets qui inondaient la ville étaient depuis collectés de façon efficace et respectueuse des conditions sanitaires. L'élimination du paysage urbain a largement contribué à améliorer l'hygiène publique dans les agglomérations urbaines. Dans les années 60 et 70, le Japon a connu une croissance économique rapide. Si les populations ont atteint une certaine richesse, l'industrialisation soudaine du pays a également entraîné de graves problèmes de pollution et sociétaux. Le miracle économique augmenta certes le revenu des Japonais, favorisant la promotion de l'utilisation à grande échelle de téléviseurs, réfrigérateurs et autres appareils électroniques dans les foyers. Les grandes surfaces et les supérettes de proximité ont fait leur apparition. Les modes de consommation ont également évolué. Le modèle économique a été dominé par la production de masse, la consommation de masse et les déchets en masse. Avec la croissance économique, les volumes de déchets ont non seulement augmenté, mais se sont aussi diversifiés. Les capacités de décharge ont commencé à atteindre leurs limites. Il est devenu urgent de trouver de nouvelles solutions. Le Japon a alors choisi de promouvoir l'incinération pour réduire la quantité et traiter de manière saine des déchets, toujours plus nombreux et plus variés. En effet, en brûlant les déchets et en les transformant en cendres, les volumes à enfouir ont été réduits. Dans un pays dont le territoire national est limité, il est difficile d'obtenir de grands sites d'enfouissement. Il était donc nécessaire de mieux les gérer sur une période aussi longue que possible. L'incinération a ainsi contribué à réduire le volume des déchets finaux. Afin de mettre plus au clair les responsabilités selon les types de déchets et d'organiser en conséquence leur gestion, la loi sur la propreté de l'espace public a été révisée de fond en comble pour devenir la loi sur le traitement des déchets et la propreté de l'espace public, adoptée en 1970. Les principales dispositions de cette nouvelle loi stipulent une définition claire de ce qui est un déchet et une classification en deux catégories de déchets. Les déchets industriels, provenant des activités des entreprises, et les autres déchets ou déchets ménagers. Elle stipulait aussi que le traitement des déchets ménagers restait de ressort des municipalités, tandis que le traitement des déchets industriels relevait de la responsabilité des entreprises qui les produisaient. L'adoption du concept de déchets industriels, par opposition à celui de déchets ménagers, s'explique par le contexte de l'époque, avec un Japon dynamique qui s'industrialisait rapidement et donc la nécessité de réguler ces industries afin qu'elles traitent de manière appropriée les rejets qu'elles reproduisaient. En plus, des mesures relatives à la gestion des déchets relevant de la propreté publique,
La loi exprimait aussi clairement son ambition de préserver le cadre de vie en s'attaquant notamment aux questions relatives à l'environnement. En bref, cette période se caractérise par une diversification de types de déchets du fait de la croissance économique. La législation a été révisée pour mieux traiter cette diversité des déchets avec de nouvelles définitions et une classification des responsabilités. D'autre part, les capacités des décharges commençaient à atteindre leurs limites du fait de l'augmentation massive des volumes de déchets. Pour répondre à ce double enjeu de l'augmentation et de la diversification des déchets, le Japon choisit la méthode de l'incinération pour réduire les quantités. Pendant toutes ces années, et plus particulièrement entre 1986 et 1991, le Japon a connu une période de prospérité sans précédent, avec une flambée des cours de la bourse, une hausse du prix de l'immobilier et une augmentation de la richesse personnelle. L'enrichissement économique entraîna l'avènement d'une société fondamentalement tournée vers la consommation, avec une population qui achetait des biens pour les jeter rapidement. Résultat, les volumes de déchets continuaient sans cesse d'augmenter. En 1960, le Japon rejetait 8,9 millions de tonnes de déchets. En 1990, ce chiffre avait atteint 50,3 millions de tonnes. De ce fait, les quantités à incinérer ne cessèrent de s'accroître. Or, la société découvrait en même temps les risques sur la santé que faisaient peser les dioxines émises par les incinérateurs, provoquant des mouvements de protestation des habitants contre la mise en service d'incinérateurs ou la construction de nouvelles usines. Afin d'obtenir l'accord des populations, il fallut prendre des mesures environnementales pour contrôler les émissions des installations. Un autre problème a surgi, celui des déversements illicites de déchets. La loi sur le traitement des déchets et la propreté de l'espace public stipulait que le traitement des déchets industriels relevait de la responsabilité des entreprises de productrices, mais certaines ont cherché à échapper à cette obligation et éviter les coûts que cela impliquait. Il était moins important pour elles de traiter correctement les déchets que de trouver des moyens peu coûteux de s'en débarrasser, afin de dégager des bénéfices. Certains opérateurs de traitement des déchets industriels ont aussi agi avec malhonnêteté, facturant aux entreprises de productrices des services de traitement, alors qu'elles se contentaient de les jeter dans des dépôts sauvages, loin des regards, afin d'en retirer des profits illicites. Les décharges illégales étaient à l'origine de nombreuses affaires de grave pollution environnementale. Plusieurs dizaines d'années et des sommes astronomiques ont été souvent déboursées pour remettre un site en état après avoir été pollué par une décharge illégale à grande échelle, entraînant aussi une charge très lourde pour les autorités publiques et pour les résidents. Pour faire face à la situation, la loi sur le traitement des déchets et la propreté de l'espace public, adoptée en 1970, a été amendée en 1991 avec une formulation plus concrète sur les objectifs de la loi. En effet, le texte de 1970 indiquait qu'il visait à préserver le cadre de vie et à améliorer la propreté publique par le traitement adéquat des déchets, tandis que celui amendé de 1991 parle de préserver le cadre de vie et améliorer la santé publique en veillant à limiter les émissions de déchets et à les traiter de manière appropriée, c'est-à-dire en assurant le tri, le stockage, le collecte, le transport, le recyclage et l'élimination. Autrement dit, l'adoption d'un plan de mise en œuvre a encouragé l'examen de mesures visant à limiter les émissions et à décrire concrètement ce que l'on entend par traitement adéquat, alors que la formulation restait vague dans la version précédente. En outre, la responsabilité des entreprises productrices de rejet en cas de décharge illégale
a été réaffirmée et les sanctions ont été renforcées. Quant au contrôle des émissions polluantes par les incinérateurs, ça a été inscrit dans la loi sur les mesures spéciales à adopter pour lutter contre les dioxines, promulguée en 1999. Ce texte stipule les normes acceptables d'émissions de dioxines dans les gaz ou l'eau déversée. Il est à l'origine d'innovations en matière de technologie d'incinération et d'avancées en matière de gestion d'exploitation des usines d'incinération, notamment par un contrôle plus précis des températures de combustion. Les aménagements législatifs ont ainsi encouragé les efforts de réduction des déchets et permis d'innover dans le domaine des technologies d'incinération. Progressivement, la quantité de déchets ultimes enfouis a diminué. De 20 millions de tonnes enfouies dans les décharges en 1975, on est passé à 14 millions en 1995. Quant aux émissions de dioxine, il s'est élevé à plus de 8 mg TEQ par an en 1997 et ont diminué à 400 g TEQ en 2003, soit une réduction de 95%. Pour résumer, cette période se caractérise par une augmentation des volumes de déchets qui va de pair avec une hausse de la production et de la consommation dans un contexte de prospérité économique. Les décharges atteignaient leurs limites, exacerbant les contraintes. Outre les difficultés liées aux capacités de traitement disponibles, les risques que faisaient peser les émissions de dioxine des incinérateurs sur la santé humaine ont entraîné des mouvements de protestation contre la mise en service de nouvelles usines d'incinération. Se sont ajoutées également de nombreuses affaires de décharges illégales par des entreprises productrices cherchant à échapper à leurs obligations, ou par des opérateurs peu scrupuleux. La solution choisie était d'incinérer plus et mieux pour réduire les quantités ultimes à enfouir. Le problème des émissions de dioxine a été géré à travers l'adoption de normes stipulées dans la loi sur les mesures spéciales à adopter pour lutter contre les dioxines, favorisant l'amélioration des installations et leur exploitation, entraînant au final une diminution significative des émissions de dioxine. La révision de la loi sur le traitement des déchets et la propreté de l'espace public a également permis de clarifier concrètement les responsabilités des entreprises émettrices et les acteurs de traitement des déchets industriels, tout en renforçant les sanctions en cas de dépôt dans des décharges sauvages. Le début dans le second millénaire marqua l'ambition de sortir d'un cycle économique de production et de consommation de masse, avec les rejets qui y sont liés pour bâtir une société respectueuse du cycle des matières autour des principes 3R: réduire, réutiliser, recycler, et d'un traitement approprié des déchets ultimes. Une société respectueuse du cycle des matières est un modèle social qui limite sa consommation de ressources naturelles et réduit autant que possible son empreinte environnementale. L'utilisation circulaire des ressources et la gestion des déchets deviennent des enjeux prioritaires. Les principes sont les suivants, à appliquer dans cet ordre. Ne pas produire de déchets. Réutiliser les biens sans produire de déchets. Dans la mesure possible, transformer les déchets produits en ressources. Récupérer la chaleur émise par l'incinération des déchets. Traiter de façon appropriée les déchets ultimes qui n'auront pas pu être réutilisés. Au Japon, la loi fondamentale sur l'environnement, adoptée en 1993, est le texte législatif le plus important dans ce domaine. Il stipule la répartition des rôles entre l'État, les ministères, les municipalités et les habitants, ainsi que les principes de base régissant les mesures à mettre en place pour préserver l'environnement. Il encadre la loi fondamentale pour l'établissement d'une société respectueuse du cycle des matières, promulguée en 2000. Cette loi définit le cadre général pour réaliser un modèle social basé sur le cycle des matières,
et indique les priorités pour y parvenir. Elle clarifie également la répartition des responsabilités entre l'État, les ministères, les municipalités, les entreprises et les habitants, ainsi que celle des industriels, producteurs, qui doivent inclure dans le développement produit l'intégralité du cycle de vie jusqu'à la mise en déchet. En dessous de cette loi se trouve la loi sur le traitement de déchets et la propreté de l'espace public de 1970, modifiée à plusieurs reprises, et la loi en faveur d'une utilisation efficace des ressources, promulguée en 1991, qui encourage de façon globale les initiatives 3R pour parvenir à l'établissement d'une société respectueuse du cycle des matières. Considérées comme complémentaires, ces deux lois se placent au même niveau dans la hiérarchie des textes juridiques. En dessous, on trouve la réglementation sur le recyclage des différentes catégories d'articles, en fonction de leur spécificité en vue de réduire vis à bâtir une société à faible impact environnemental, en exigeant de l'État et des instances publiques de montrer l'exemple en privilégiant l'utilisation et l'achat de produits recyclés. Fort de ce cadre juridique, le Japon a encouragé les initiatives de coopération entre collectivités locales, secteur privé et résidents en matière de gestion responsable des déchets et d'économie circulaire. Les efforts ont notamment porté sur le tri des déchets valorisables. Quand on cherche à généraliser le recyclage, le meilleur moyen de collecter des déchets valorisables de qualité et de réduire les coûts de tri reste de faire un tri efficace à la source, c'est-à-dire au niveau des ménages. Pour encourager le tri sélectif avant collecte, il était donc indispensable d'assurer la collaboration des résidents. Les municipalités ont distribué toutes sortes de brochures ou de fiches sur le tri, accompagnées de nombreuses illustrations, afin de communiquer activement avec le riverain, pour expliquer les choses de façon simplifiée et toucher toutes les générations, des enfants aux adultes. Certaines communes ont organisé des réunions avec les résidents pour non seulement expliquer les règles de tri sélectif, mais également en préciser les raisons et répondre aux interrogations de la population. Des fiches explicatives dans des langues autres que le japonais ont également été distribuées aux résidents étrangers afin d'obtenir la coopération de plus grand nombre lors de l'introduction d'un ramassage de déchets en tri sélectif. Le résultat de ces efforts est visible dans ce graphique. La part des déchets valorisables collectés au Japon en 1990, quand la démarche de modèle d'une société respectueuse du cycle des matières a été lancée, s'est élevée à 5%. Elle est passée à 20% en 2019. Ainsi, les modifications de cadre légal pour généraliser le recyclage, combinées aux efforts de tri sélectif à la source avec la coopération des ménages et à une participation active des entreprises, ont conduit à un meilleur taux de recyclage des déchets. Pour résumer cette période, les efforts ont porté non plus seulement sur un traitement adéquat des déchets, mais aussi sur des mesures visant à contrôler des volumes produits et à valoriser ou recycler des déchets grâce à tri sélectif. Le changement de paradigme avec l'introduction de nouveaux concepts de cycle des matières a justifié la modification de cadre juridique et l'application de nouvelles lois. Encourager le recyclage des déchets ménagers à travers un ramassage suivi par un tri sélectif nécessite la coopération des habitants qui produisent les déchets. Des campagnes de sensibilisation ont été menées partout au Japon dans ce but. Dans cette vidéo, nous avons découvert l'historique de la gestion des déchets au Japon de la fin de la guerre à nos jours. Juste après 1945, le Japon a introduit des modifications dans le cadre juridique, servant de base afin de répondre aux évolutions sociales en allant vers une clarification du rôle des différents acteurs, à commencer par les autorités publiques. Afin que les zones urbaines préservent un cadre de vie sain, la coopération des habitants a été sollicitée pour organiser de façon efficace
le ramassage des déchets, celui-ci s'étant progressivement mécanisé. À partir des années 1960, avec le décollage économique et le dynamisme industriel, les modes de consommation se sont évolués et ont entraîné une forte augmentation des volumes et une diversification des types de déchets. Pour les traiter de façon adéquate, la loi a été révisée pour clarifier la définition des déchets et les responsabilités de chacun. En termes concrets, le mode choisi pour réduire le volume des déchets ultimes est l'incinération. Dans les années 1980, face à une conjoncture économique favorable sans précédent, le rythme de consommation s'accéléra encore, avec une forte augmentation des volumes rejetés. Les risques sanitaires liés aux émissions de dioxine et aux décharges illégales sont devenus des problèmes de société. Afin de garantir une gestion correcte et efficace de ces importants volumes de déchets, le Japon renforça son arsenal juridique en précisant encore les responsabilités et en imposant des normes d'émission. À partir des années 2000, on ne se contentait plus d'une gestion adéquate des déchets. L'importance est accordée à la maîtrise des volumes produits et au tri sélectif pour favoriser la réutilisation et la valorisation. Là encore, la loi a été aménagée pour encourager le recyclage dans le cadre d'une vision d'une société respectueuse du cycle des matières. Face aux évolutions sociales et aux enjeux auxquels il est confronté, le Japon a ainsi réussi à surmonter les difficultés à différentes époques, en aménageant régulièrement son cadre juridique et en introduisant ou en améliorant les technologies nécessaires. Les changements se sont poursuivis. Les activités économiques et les modes de consommation ont également évolué au Japon. Les défis à relever étaient multiples. Développement de nouvelles technologies pour le traitement des déchets, encourager la réduction de quantité produite, promouvoir les initiatives 3R, intégrer la dimension de changement climatique dans le domaine de la gestion des déchets, etc. Fort de son expérience passée, le Japon entend continuer à avancer en tâtonnant pour développer son système de gestion des déchets grâce à une coopération avec autorités publiques, résidents et secteur privé afin de proposer les solutions exigées par notre époque.